Sabine. Alors cette fois, on va pas parler d'NVIDIA. D'habitude, on a un petit contre-pied hardware. On va rester dans le monde OpenAI néanmoins. Tu vas nous expliquer pourquoi OpenAI désormais croque la pomme aussi. Yes. Alors, la semaine dernière, le 10 juin, il y avait la grande conférence annuelle d'Apple qui s'appelle la grande messe, qui s'appelle la WWDC. Donc, c'est l'équivalent de la Build, mais côté Apple. Et du coup, il y avait énormément de rumeurs qui tournaient autour de cet événement-là parce que Apple était jusqu'à présent l'un des derniers GAFAM en fait, à avoir rien annoncé en termes d'IA générative. Ouais. Donc, il y avait beaucoup de rumeurs pendant plus d'un an. Tim Cook, le PDG d'Apple, avait teasé en plus en début d'année en disant non mais vous inquiétez pas, 2024 ça va être l'année de l'intelligence artificielle générative. Côté Apple, on a plein de choses à préparer. Ouais. Donc ils font leur conférence. C'est fou, hein, c'est qu'aujourd'hui t'es un loser si t'es pas encore positionné sur l'IA. Et surtout ils passaient après les annonces de Microsoft, de Google, de Meta. Ouais. Donc du coup ils étaient là, donc tout le monde attendait un peu l'événement. Et du coup ils ont fait une vidéo de parcours. C'est ça. De la en fait ce qui était vachement intéressant c'est que l'événement il durait 2 heures. 2 heures de plaisir pour toi. Moi j'adorais. et du coup, en fait, ils ont fait exprès d'omettre le mot intelligence artificielle pendant tous les 2 tiers de la présentation, alors qu'ils présentaient que des trucs d'IA, de reconnaissance d'écriture, etc. Et ils ont gardé leur dernière news d'IA générative. À ce moment-là, ils ont balancé IA, je ne sais pas combien de fois. Et du coup, leur vision, ils l'appellent Apple Intelligence. Wow. Donc, ils ont pris le AI, ils l'ont appelé en Apple Intelligence. Donc, en marketing, ils sont brillants. Ils ont osé. Et par contre, leur vision, elle est ultra intéressante parce que Apple milite depuis pas mal d'années en fait, sur le côté privé des données, où ils ont pris pas mal de positions avec le gouvernement américain, etc., pour absolument pas mettre des backdoors au niveau de son OS. Ils ont d'ailleurs souvent refusé l'accès au FBI, à la police, etc., pour les enquêtes, c'est ça. Et pour ceux qui ont perdu leur mot de passe d'un compte Apple, c'est une galère pour en retrouver, c'est ultra compliqué. Donc là, eux, leur vision, c'est quoi? C'est que ils veulent que toutes les requêtes d'IA générative tournent au maximum en local sur le téléphone ou sur leurs appareils. Ouais. Donc, en fait. C'est ça. En fait, c'est un peu ce que Microsoft a poussé aussi sur Copilot avec la build, là, donc les SLM, ces fameux petits modèles que tu peux déployer en local. Particularité côté Apple, c'est qu'eux, ils disent vraiment explicitement LLM, donc ils disent pas que ce sont des SLM. Donc ils disent que c'est des ils disent LLM. Ils disent que ce sont des LLM qui tournent localement sur leur téléphone. Après c'est sur tous les téléphones. Alors justement, sauf l'iPhone 4. Sur l'iPhone 42 et 43. La condition déjà pour que ça puisse tourner localement, c'est que c'est un appareil qui a les dernières puces Apple et 8 Go de RAM minimum. Donc oui. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des téléphones qui ont 8 Go de RAM alors que j'ai des clients qui ont des PC de 8 Go de RAM. C'est ça. Et en fait, ça veut dire que ça montre un truc, c'est qu'ils disent LLM parce que c'est peut-être du LLM, mais qu'à un moment, il ne sera pas adapté sur tous les téléphones. Alors justement, en fait, ils disent que Apple, depuis des années, a déjà des NPU, ces petites puces qui sont vraiment spécialisées pour le traitement de l'IA. Sauf qu'avec les 8 Go de RAM, ça limite vachement, donc c'est que les iPhone 15 Pro en fait, qui sont compatibles, et tous leurs PC, enfin tous leurs ordinateurs et tablettes qui ont leur dernière puce M dont je parlais déjà pendant les précédentes émissions. Du coup, ça, c'est la première condition. Ensuite, là où c'est intéressant, ils sont d'accord pour dire qu'il y a des traitements plus complexes que l'appareil ne pourra pas traiter localement et il aura besoin de LLM beaucoup plus élaborés, beaucoup plus sophistiqués. Et donc là, ils ont fait du grand Apple, ils ont fait leurs propres infrastructures cloud, qui est un espèce d'hybride entre un OS d'iPhone et de Mac avec leur puce maison. Et ils appellent ça des private cloud compute. Donc en fait, c'est un morceau de leur infrastructure qui est lié d'un point de vue algorithmique à ton téléphone. Donc en fait, ils étendent ils étendent le côté privé de ton téléphone dans leur cloud à eux. Et du coup, si ton téléphone n'est pas reconnu, si la signature n'est pas reconnue sur un serveur, la requête ne s'exécute pas. Donc c'est ça, c'est leur puissance déportée quoi. Mais c'est de la puissance déportée. C'est comme si ton téléphone, tu avais un morceau de ton téléphone dans le cloud d'Apple. Et du coup, là où c'est intéressant, ils disent qu'ils ne stockent rien. Donc en fait, ils suppriment absolument tout. Et pour tout dire, leurs serveurs ne sont pas équipés de disques durs ou de SSD. En fait, tout se fait dans la RAM, ça disparaît. C'est instantané, ça disparaît, ça revient. Et ils ouvrent même à des experts et à des sociétés tiers de venir auditer leurs serveurs et de tester. Donc, ils sont complètement ouverts là-dessus. Et pour des choses qui ne sont pas capables d'être gérées par leur LLM, et ben c'est là où le partenaire avec OpenAI intervient. C'est que du coup, cette requête est envoyée à OpenAI à condition que l'utilisateur accepte explicitement sur le téléphone qui veut bien que ces données-là partent côté OpenAI. Alors du coup, là ça sort. Oui. Donc tu as un LLM made in Apple quand même, c'est ça l'info. Ouais, déjà qui a un nom. Plusieurs LLM. Non, ils appellent ça Apple Intelligence. Voilà. Du coup, en quoi le LLM est hébergé? Alors, en fait, ils ont déployé à peu près 200 en fait,
80% des requêtes, C'est ça. c'est ce que je viens de comprendre, hein, de normal, en gros, c'est un LLM déployé localement qui va les jouer, qui va te répondre. Par contre, sur des tâches plus complexes où tu aurais besoin des derniers modèles, de puissance, sur le traitement de l'image ou je sais pas quoi, par exemple, là, tu as un lien cloud qui te permet de demander l'accès à ce super service qui est lui basé sur OpenAI, qui est pas. Non, je suis intermédiaire, c'est ça. T'en as 3. En fait, t'as localement, t'as un maximum de choses qui tournent sur ton téléphone. Ok. D'accord. Génération de texte, résumé des mails, tout ça, c'est sur le téléphone. J'ai pas assez de mémoire. C'est du LLM. C'est du LLM. Ok. Donc ils en ont plein de petits LLM. Peut-être que c'est le deuxième schéma. Enfin, plein de petits LLM. Donc oui, c'est des SLM. Ils veulent juste pas dire le nom. C'est marketing. Non, on est soyons d'accord. Pour moi, c'est des SLM. C'est du marketing. Logiquement, c'est des plus petits. C'est ce qu'on voit à l'école, c'est des SLM spécialisés. C'est ça. Oui, ben voilà. Par fonctionnalité. Parce que la définition d'un SLM, c'est une spécialisation de LLM. Alors c'est aussi lié par rapport au nombre de paramètres aussi. Oui, au volume de paramètres, la taille des paramètres. On dit que finalement, sur des tâches spécialisées, tu n'as pas besoin d'un large modèle, mais d'un small. En fait, je pense qu'ils jouent un peu sur les mots, parce que dans leur papier, ils disent que ce sont quand même des modèles de 7 milliards de paramètres. Donc, ça. Tu aurais plusieurs modèles de 7 milliards de paramètres installés sur ton téléphone en local. 7 milliards, c'est ce qu'on avait quand on a démarré du coup avec OpenAI. C'est ça. Donc, c'est quand même pas mal. Donc, t'en as pas mal qui tournent comme ça sur le téléphone. Supposons que le téléphone dit écoute, je peux pas traiter, j'ai pas assez de puissance. Il envoie ça côté serveur Apple. Oui. D'accord. Cloud, privé. Il y a des LLM maison qui sont conçus pour diverses tâches. Supposons que ces LLM-là. Et là, ils demandent l'accès ? Non, ça c'est automatique, c'est Apple. Par contre, il faut Internet. Il faut Internet, tout à fait. Ça se passe plutôt bien. Si jamais les LLM d'Apple ne sont pas faits pour ça. Et on a des exemples ? Non, c'est pas. Ils sont pas très précis là-dessus. Donc, supposons que les LLM d'Apple ne sont pas élaborés pour ça. Et bien, du coup, il va dire à l'utilisateur je peux demander à ChatGPT, donc la version 4.0, est-ce que tu es OK pour que j'envoie ton prompt avec ce texte-là ou est-ce que tu es OK que j'envoie cette image-là? Et du coup, l'utilisateur doit explicitement accepter à chaque fois en appuyant OK, j'envoie. Donc, c'est une décision volontaire pour que ça parte côté OpenAI. Et du coup, Apple, le partenariat qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont la garantie d'utiliser du 4.0, du ChatGPT 4.0 à chaque fois. Ils ont fait signer OpenAI dans le partenariat que les données ne sont pas stockées. Donc, côté OpenAI, c'est jeté à la poubelle. Donc, c'est un engagement qu'ils ont pris. Tu n'as pas besoin d'avoir un compte OpenAI pour que ça fonctionne. Par contre, si tu as une licence privée payante de OpenAI, tu peux renseigner ce compte-là dans ton téléphone. C'est quoi l'intérêt d'en avoir pour avoir des fonctionnalités donc, ça part côté OpenAI, hébergé chez OpenAI, donc dans Azure. Donc dans Azure. Ok. Donc dans Azure. Je dis ça, je dis rien. Donc c'est une news Microsoft finalement. C'est exactement. Tu reboucles en fait à l'intérieur. C'est ce qui est incroyable. Enfin, quand tu vois que OpenAI comprend, partout, est en monopole, presque à part. Enfin, t'as Llama 2 qui essaye de se positionner, un peu les Français, mais Apple, le principal concurrent hardware historique de Microsoft, etc. Finit. C'est là où il y a un petit twist quand même dans l'histoire. Non, mais finit quand même par proposer en service OpenAI. Alors, il se veut indépendant, mais qui est complètement dans une infra-Azure. C'est là où il y a un petit twist, parce que du coup, même dans leur conférence, ils disent pour tous ceux dont on n'est pas capable de répondre, on a préféré choisir le meilleur modèle sur le marché aujourd'hui, ChatGPT. Okay. Par contre, ils ont dit qu'on fera venir d'autres modèles ultérieurement. Donc, je sais qu'ils sont en discussion avec Google, par exemple, avec leur modèle Gemini. Ouais. En fait, la vision qu'ils auraient, en tout cas, moi, c'est ma supposition, on verra dans quelques mois, c'est qu'ils vont traiter en fait tes différents modèles de LLM, en fait, à la manière de ton moteur de recherche sur ton navigateur web. Sur ton navigateur web, tu peux choisir, tu as Google par défaut, tu peux choisir Bing, tu peux choisir plein d'autres moteurs de recherche. Tu pourrais avoir le choix dans le... Exactement. Choisir en fait finalement à quelle société tu veux envoyer pour les requêtes qui sont pas capables. En fait, c'est comme quand ça va devenir tellement naturel l'IA que comme tu as un paramétrage de ouvrir quel lien avec quel navigateur, exactement, tu vas ouvrir quel prompt avec quel IA. En fait, ça va devenir complètement c'est un peu le même principe. J'ai une dernière question et tu auras peut-être le recommandé ou le petit truc comme ça. Est-ce que ce sont eux qui poussent la demande, c'est-à-dire que quand à un moment la limite est atteinte, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'ils testent avec leur propre modèle, d'après toi, et à un moment, ils voient qu'ils n'arrivent pas à répondre ou que toi, tu n'es pas satisfait de la réponse, et c'est là qu'ils proposent de basculer sur le modèle tierce ou ils ont montré clair en termes d'expérience? Non, ils ont montré deux. En fait, apparemment, tu as des petits algorithmes qui tournent et ils savent très bien ce qu'ils sont capables de traiter, pas traiter à partir de quand ils envoient. Un pré-filtre en disant ça, c'est pas là qu'on est meilleur. Des tailles de tokens. Là où sur Mac et iPad, où tu as une interface qui est un peu plus riche, en fait, et ben, tu peux choisir dès le départ, en fait, si tu veux plutôt utiliser la génération de texte proposée par GPT 4.0 ou génération d'images. Et en fait, mais c'est l'utilisateur qui doit explicitement appuyer dessus. Donc, ils veulent bien faire comprendre que tu sors de l'écosystème d'Apple, en fait, à chaque fois.
Donc, quelque part, ça les déresponsabilise parce qu'on sait que des fois, ChatGPT peut halluciner. Donc, ça les déresponsabilise en disant s'il a répondu des choses un peu pourries, c'est pas moi, c'est GPT. Bon, j'aime beaucoup cette news parce que, elle est assez symbolique malgré tout. Depuis l'année, grosse année et demie qu'on a vécu dans le monde des symptomatiques de la Gen AI, on attendait beaucoup Apple d'un point de vue positionnement, image d'entreprise. Et qu'est-ce qu'allait faire Apple, mais comme d'ailleurs, qu'est-ce que fait Tesla aujourd'hui, qui revient un petit peu. Je crois, il n'y a pas un sujet qu'ils n'autoriseront plus les iPhones du coup. Ouais. Dans les Tesla parce que... Non, pas les iPhones dans les Tesla. En fait, ils ont dit que... le tweet, il était un peu lunaire de Elon Musk là-dessus. Ouais, il avait dit si ChatGPT est intégré au niveau de l'OS, j'interdirai à tous mes employés d'utiliser des appareils Apple parce que c'est une grosse faille de sécurité. Alors que dans leur conf, ce qu'ils disent, c'est que non, c'est pas du tout intégré dans l'OS. Non, ça appelle. Ça montre quand même l'impact de ces choix de positionnement et donc que... C'est pour ça que je faisais le twist de la fin, c'est on finit sur de l'infra Azure et c'est ça qui est drôle, façon de parler. Alors il y a déjà eu des collaborations de ce type entre Apple et Microsoft ou Google et Microsoft sur la suite M365 dispo dans Android. Ça existe, c'est pas nouveau, mais ça montre bien le monopole d'une part d'OpenAI, des infra Azure de l'autre, et le fait que la superpuissance que l'on sait pas faire pour la plupart des sociétés, elle est là-bas, elle est chez OpenAI. En fait, la question que j'ai envie de me dire, c'est est-ce qu'ils n'avaient pas le choix en fait? C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, si vous voulez proposer un service à ce niveau-là, en fait, donc soit ils sont en retard et ils préparent une dinguerie, mais c'est-à-dire qu'ils se mettent un an, ou alors ils se disent on est obligé de proposer ça. Je pense que c'est un peu de tout. Je pense aussi qu'en termes de puissance de frappe sur la partie infrastructure, ils sont à des années-lumière. En fait, par rapport à un Microsoft qui fait ça en fait depuis des années, les infrastructures Azure, elles sont un peu partout déjà. Un Apple, de par ses choix en fait, leur positionnement, c'est pas ça. Mais c'est pas l'infra. Du coup. Sachant qu'il y a quelques années, une quinzaine d'années auparavant, Apple s'était lancé dans le marché de l'infrastructure pour les entreprises et ça n'a jamais vraiment pris en fait. Mais en fait, j'ai plus le chiffre et c'est dommage, je viens de le perdre, j'ai un trou de mémoire. Microsoft avait publié le volume de données quotidiennes qui grossit dans Azure. Même vertigineux, le mot est faible. Et en fait, à quoi elle sert cette info que je viens de donner, juste à part dire Microsoft c'est plus beau? Ça répond à la puissance de frappe qu'ils ont. C'est-à-dire que quand tu vois les milliards de données, c'est un chiffre de fou, et tu dis les serveurs grossissent, donc ils ont une puissance de calcul. Gagner des parts de marché cloud, un partenariat comme ça, c'est quand même énorme. C'est tous les iPhones du monde qui vont tourner sur une partie là-dessus. Que Satya disait quand il avait pris ses fonctions en tant que PDG dans le bouquin Eat Free Fresh que je conseille, et il disait en fait, peu importe si Microsoft n'est pas forcément leader partout, il faut que Microsoft soit partout dans les discussions. Et du coup, il y est même que chez Apple au final, indirectement. Je vais fermer cette news. Oh là là. Je ferme, en tout cas, super intéressant, Kevin. Voilà, on a parlé un peu d'Apple, mais pour des bonnes raisons, et on t'en veut pas. Après, on n'a pas trop. Mon dernier iPhone, c'était l'iPhone 4, mais... C'est ça.